Je suis sa prochaine épouse. Tu n'es plus rien pour lui. Ces mots ont changé ma vie à jamais. Pas par la douleur qu'elle espérait causer, mais par le cadeau qu'elle venait de me faire sans s'en rendre compte. Je m'appelle Camille, j'ai 53 ans, et voici l'histoire de comment une femme de 28 ans a tenté de me détruire et a fini par me libérer de la plus belle façon possible. Elle m'a envoyé 60 photos intimes avec mon mari, pensant que je m'effondrerais en larmes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je suis française, j'ai le sang-froid, et que sa tentative pathétique de m'humilier deviendrait la plus grosse erreur de sa vie. C'était un mardi de mars quand tout a commencé. J'étais dans mon appartement à Lyon, préparant un dîner spécial pour célébrer nos 25 ans de mariage avec Philippe. 25 ans. J'avais même acheté de la lingerie neuve et réservé du champagne Dom Pérignon. Quelle idiote j'étais. Mon téléphone a commencé à vibrer de manière insistante à 19h30. Un numéro inconnu. Puis un autre. Et encore un autre. En 5 minutes, 60 messages étaient arrivés. Mon cœur s'est accéléré, j'ai pensé à un accident, une urgence familiale, quelque tragédie. J'ai ouvert le premier message et j'ai failli laisser échapper mon téléphone de mes mains. Une photo d'une femme blonde, jeune, nue dans mon propre lit. Dans l'M.O.N.Ly. Sur les draps que j'avais achetés aux Galeries Lafayette le mois dernier. La deuxième photo montrait mon mari Philippe, également nu, embrassant son cou. La troisième était encore plus explicite. Et ainsi de suite, 60 photos détaillées de la trahison la plus éhontée qu'une femme puisse découvrir. Mais ce n'est pas cela qui m'a le plus choqué. C'était le message qui accompagnait. Bonjour Camille. Je suis Margot, 28 ans, et je suis la femme que ton mari aime vraiment. Ces photos ont été prises chez toi ces 3 derniers mois, chaque fois que tu sortais travailler. Philippe m'a tout raconté sur toi, comment vous ne faites plus l'amour depuis des années, comment il se sent prisonnier, comme tu as mal vieilli. Il va te quitter la semaine prochaine et demandera le divorce. Je voulais juste que tu le saches avant, pour que tu ne fasses pas de drame. Ah, et merci de garder la maison toujours propre pour nos rendez-vous. J'ai lu le message 3 fois. Ma main tremblait, mais pas de désespoir. C'était de la fureur pure qui coulait dans mes veines. Cette petite idiote venait de me donner toutes les preuves dont j'avais besoin. Elle m'avait offert 60 preuves photographiques de l'infidélité de Philippe, avec date, heure et localisation, et ma maison. Elle avait soigneusement documenté chaque rencontre, chaque trahison, chaque moment qui serait utilisé contre Philippe au tribunal. Mais Margot n'avait pas encore terminé. Un dernier message est arrivé. J'espère que tu pleureras beaucoup en voyant ces photos. Philippe a dit que tu es dramatique et que tu vas faire un scandale, mais franchement, tu aurais déjà dû réaliser que tu n'es plus désirée. Je suis jeune, belle et je lui donne ce que tu ne peux plus lui donner. Accepte avec dignité et quitte la scène. C'est là que j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, un sourire authentique a traversé mon visage. Je me suis levé de ma chaise et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon salon, regardant les lumières de Lyon s'allumer dans la nuit tombante. La ville où j'avais vécu tant d'années, où j'avais construit ma carrière, où j'avais cru construire un mariage solide. Les rues pavées du vieux Lyon brillaient sous la pluie fine, et je me suis senti étrangement en paix. Cette petite garce arrogante venait de me rendre le plus grand service de ma vie, et elle était trop stupide pour s'en rendre compte. J'ai pris mon ordinateur portable et me suis installé à ma table de cuisine, celle où Philippe et moi avions pris tant de petits déjeuners ensemble, où nous avions discuté de nos projets d'avenir, où nous avions ri de nos petites querelles domestiques. Comme tout cela semblait dérisoire maintenant. J'ai commencé à faire des captures d'écran méthodiques de chaque message, de chaque photo. Non pas pour les regarder, j'en avais assez vu, mais pour les organiser chronologiquement. Margot avait été si fière de son petit jeu qu'elle avait même inclus les métadonnées des photos. Je pouvais voir exactement quand chaque photo avait été prise, dans quelle pièce de ma maison, même l'heure précise. Le mercredi 15 février, 14h30, dans ma chambre. Le vendredi 24 février, 16h45, dans mon salon. Le lundi 6 mars, 13h15, dans ma cuisine. Ma propre cuisine.
sur le plan de travail en granit que j'avais choisi avec tant de soin l'année dernière. Chaque photo était un coup de poignard, mais aussi une pièce à conviction. Cette femme avait documenté sa propre culpabilité avec une précision digne d'un procureur. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur que j'ai nommé « Libération ». Pas « divorce », pas « trahison ». Libération. Parce que c'est exactement ce que c'était. Philippe est rentré à la maison à 21h, apportant des fleurs, visiblement en tentant de compenser sa culpabilité. Il m'a trouvée assise dans le salon, parfaitement calme, avec un verre de vin rouge à la main et mon ordinateur portable ouvert devant moi. « Bonsoir, chérie », a-t-il dit, m'embrassant sur le front comme il le faisait depuis des années. « Comment s'est passée ta journée ? » « Intéressante », ai-je répondu, observant ses yeux. « Très intéressante, en fait. » Il a posé les fleurs sur la table basse et s'est assis à côté de moi. Des roses rouges. Combien de fois avait-il acheté des roses rouges à Margot ? Combien de fois avait-il utilisé notre argent commun pour impressionner sa petite maîtresse ? Tu as l'air différente ce soir, a-t-il dit, me regardant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Tout va bien ? Très bien, ai-je répondu, fermant mon ordinateur portable. En fait, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis longtemps. Il a souri, visiblement soulagé. Tant mieux. J'ai eu une journée difficile au bureau. Mon nouveau client, tu sais, celui de la société de fitness. Il a continué à parler, mais je n'écoutais plus. Je l'observais, cet homme avec qui j'avais partagé 25 ans de ma vie, qui dormait à côté de moi chaque nuit tout en rêvant d'une autre femme, qui m'embrassait le matin avant d'aller retrouver sa maîtresse l'après-midi. Comment avais-je pu ne rien voir ? Les signes étaient pourtant là. Ses douches supplémentaires, ses nouveaux vêtements, sa soudaine obsession pour le fitness, ses retards de plus en plus fréquents. Et moi, dans ma naïveté, j'étais même fière qu'il prenne soin de sa santé à 55 ans. Philippe, ai-je dit doucement, l'interrompant au milieu d'une phrase sur son travail. Oui, chérie. Est-ce que tu m'aimes encore ? La question l'a pris au dépourvu. Il a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il cherchait la bonne réponse. Bien sûr que je t'aime, Camille. Pourquoi tu me demandes ça ? Simple curiosité, ai-je répondu, me levant pour aller chercher la bouteille de vin. Tu veux un verre ? Volontiers. Je lui ai servi un verre de notre meilleur Bordeaux, celui que nous gardions pour les occasions spéciales. Après tout, c'était une occasion spéciale, la fin de notre mariage. Nous avons bu en silence pendant quelques minutes, regardant les informations à la télévision. Un reportage sur la violence conjugale passait à l'écran. Ironique. Tu sais, ai-je dit finalement, j'ai toujours pensé que si un jour tu me trompais, je le saurais immédiatement. Intuition féminine, tu vois. Philippe a failli s'étouffer avec son vin. Pourquoi tu dis ça ? Comme ça. Je me demandais juste si les femmes trompées sont vraiment aveugles, ou si elles choisissent de ne pas voir. Camille ? Ne t'inquiète pas, Philippe. C'était juste une réflexion philosophique. Cette nuit-là, pendant que Philippe dormait à côté de moi, probablement en rêvant de sa jeune maîtresse, je suis resté éveillé à planifier. Je n'ai pas versé une seule larme. Au contraire, j'ai ressenti une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Margot voulait me voir souffrir, mais elle m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin pour recommencer ma vie. Et le plus beau dans tout ça ? Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai regardé le plafond de ma chambre, écoutant la respiration régulière de l'homme qui m'avait trahi, et j'ai commencé à élaborer un plan. Pas un plan de vengeance, non, quelque chose de bien plus intelligent que ça. Un plan de justice. Margot pensait connaître les règles du jeu. Elle pensait que les femmes de mon âge étaient des victimes faciles, qu'elles accepteraient l'humiliation en silence, qu'elles disparaîtraient discrètement pour laisser place à la nouvelle génération. Elle allait apprendre qu'elle s'était trompée de femme. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait avec ces photos. Si vous pensez connaître la vengeance,
attendez de découvrir comment une femme française de 53 ans peut utiliser la stupidité d'une maîtresse contre elle-même. Ce qui s'est passé dans les jours suivants a retourné toute ma ville, et la petite Margot a découvert que s'attaquer à la mauvaise femme peut coûter bien plus cher qu'elle ne l'imaginait. Continuez à regarder, parce que cette histoire ne fait que commencer, et je vous garantis que vous n'arriverez pas à arrêter de regarder jusqu'à la fin. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures avec l'esprit plus clair que je ne l'avais eu depuis des années. Philippe dormait encore profondément, probablement épuisé par ses exercices extrascolaires, chez sa maîtresse. J'ai préparé le café en silence et me suis installée à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Le soleil se levait lentement sur Lyon, illuminant les toits de tuiles rouges du quartier de la Croix-Rousse. C'était une de ces matinées de printemps où l'air est encore frais mais prometteur, où la ville semble renaître après l'hiver. Et moi aussi, je renaissais. Premier arrêt, le cabinet de mon avocat, Maître Bernard Rousseau, l'un des meilleurs avocats de divorce de Lyon. Un homme avec qui j'avais déjà travaillé professionnellement et qui connaissait la valeur des preuves solides. J'ai envoyé un email demandant un rendez-vous urgent et j'ai joint toutes les 60 photos comme preuve. La réponse est arrivée en 2 heures, Madame Camille, avec ces preuves, ce sera le divorce le plus facile de ma carrière. Pouvez-vous venir cet après-midi? Mais le divorce n'était que le début. Margot avait sous-estimé une chose fondamentale à mon sujet, je suis directrice marketing digital depuis 15 ans. Je connais le pouvoir des réseaux sociaux mieux que n'importe quelle gamine de 28 ans qui pense comprendre Internet. Pendant que Philippe prenait sa douche matinale, cette nouvelle habitude qu'il avait développée ces derniers mois et qui me semblait maintenant si évidente, j'ai créé un profil anonyme sur Instagram avec le nom Lyon Trousse Télé et j'ai commencé mon enquête. Trouver Margot sur les réseaux sociaux a été ridiculement facile, elle avait géolocalisé ma propre maison dans plusieurs publications. Cette fille était si stupide qu'elle avait pratiquement documenté sa propre trahison publiquement. Son profil Instagram @margot-fitness-lyon était public, naturellement. Comme toutes les influenceuses en herbe, elle voulait un maximum de visibilité. J'ai découvert qu'elle travaillait comme influenceuse fitness à Lyon, avec 15 000 abonnés. Son profil était rempli de photos d'elle posant en tenue de sport, vendant des compléments alimentaires et donnant des conseils de vie saine. Quelle ironie, une femme prêchant la vie saine tout en détruisant des mariages. Ses publications étaient un mélange prévisible de selfies à la salle de sport, de smoothies verts, et de citations motivationnelles du genre « Vivez votre meilleure vie » et « Prenez ce que vous méritez ». Cette dernière avait pris un sens tout à fait différent maintenant que je connaissais ses méthodes. Plus intéressant encore, j'ai découvert qu'elle n'était pas la première. Margot avait un modèle. En parcourant les commentaires sur ses photos et quelques indiscrétions dans ses stories, j'ai réalisé qu'elle avait l'habitude de s'impliquer avec des hommes mariés. Il y avait des signes d'au moins 3 relations précédentes avec des hommes plus âgés, tous apparemment mariés. Dans ses stories archivées, j'ai trouvé des indices révélateurs, des photos de restaurants chers sans jamais montrer son compagnon, des cadeaux coûteux sans explication sur leur provenance, des week-ends dans des hôtels de luxe toujours pris seuls sur les photos. Et surtout, un pattern dans ses publications, elle disparaissait souvent pendant les week-ends familiaux, réapparaissait avec de nouveaux bijoux, puis postait des citations sur « Méritez mieux dans la vie ». C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée qui allait tout changer. Au lieu d'exposer simplement les photos, j'ai décidé de créer quelque chose de bien plus élaboré. J'ai créé un blog appelé « Les secrets de Lyon », un espace dédié aux « histoires vraies de la ville ». J'ai écrit mon histoire comme si c'était une série romance, en changeant seulement les noms. L'histoire de Claire, quand la maîtresse te rend service. J'ai passé toute la matinée à rédiger le premier chapitre, en incluant tous les détails sordides mais en me concentrant sur l'aspect psychologique de la situation. Comment se sent une femme quand elle découvre une trahison de cette ampleur? Comment l'humiliation peut-elle se transformer en force? J'ai écrit avec l'émotion brute que je ressentais, mais aussi avec la distance analytique que mes années en marketing m'avaient apprise.
J'ai publié le premier chapitre sur le blog et l'ai partagé discrètement dans des groupes Facebook de femmes de Lyon, des forums de relations et même dans des groupes de soutien pour épouses trompées. L'engagement a été immédiat et explosif. En quelques heures, j'avais des dizaines de commentaires. Des femmes commençaient à partager leurs propres histoires dans les commentaires. Beaucoup s'identifiaient à la situation. Certaines mentionnaient même connaître des cas similaires avec une influenceuse fitness blonde de Lyon. Pendant ce temps, Philippe était parti au travail comme si de rien n'était, m'embrassant sur la joue et me disant qu'il rentrerait tard, réunion client importante, avait-il dit. Je me demandais maintenant combien de ces réunions importantes avaient lieu dans notre lit. En 3 jours, le blog avait 50 000 vues. Mais le coup de maître est venu quand j'ai découvert quelque chose sur Philippe. En enquêtant sur les réseaux sociaux de Margot, j'ai trouvé des commentaires de lui sur son profil, utilisant son vrai nom. L'idiot n'avait même pas essayé de se cacher. Mieux encore, j'ai découvert qu'ils s'étaient rencontrés quand il l'avait engagé comme coach personnel il y a 6 mois. Cela expliquait sa soudaine obsession pour le fitness, ses nouveaux vêtements de sport, ses conversations sur la remise en forme après 50 ans. Il ne s'entraînait pas pour moi ou pour sa santé, il s'entraînait pour impressionner sa jeune maîtresse. Philippe payait une fortune pour des cours particuliers de fitness, 2 fois par semaine. J'ai accédé à notre compte bancaire commun et j'ai trouvé tous les reçus. Il dépensait 200 € par semaine pour ses cours, plus des cadeaux coûteux que j'avais pensé être pour moi, et qui étaient probablement pour elle. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. J'ai imprimé tous les relevés bancaires, tous les reçus de paiement à Margot, tous les screenshots de ses commentaires sur ses réseaux sociaux. J'avais maintenant un dossier complet, photos envoyées par Margot elle-même, preuves financières de la relation, témoignages publics sur les réseaux sociaux, et même les métadonnées des photos prouvant qu'elles avaient été prises dans notre maison. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Maître Rousseau dans son bureau élégant rue de la République. C'était un homme dans la soixantaine, aux cheveux gris impeccablement coiffés, qui avait vu passer tous les types de divorces dans sa longue carrière. « Madame Camille », a-t-il dit en parcourant mon dossier, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une affaire aussi bien documentée par l'adversaire elle-même. Cette jeune femme vous a littéralement remis les clés de votre libération. Il m'a expliqué qu'avec de telles preuves, Philippe n'aurait d'autre choix que d'accepter un partage équitable, voire avantageux pour moi, de tous nos biens. Il peut nous donner la moitié de tout ce qu'il possède, ou nous pouvons rendre cela public lors de la procédure judiciaire. À lui de choisir. Quand je suis rentré à la maison, Philippe était déjà là, inhabituel pour un mercredi soir. Il m'attendait dans le salon avec un bouquet énorme de roses rouges et une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Camille », a-t-il dit en se levant, « nous devons parler. » Mon cœur s'est arrêté. Savait-il déjà ? Margot lui avait-elle dit qu'elle m'avait envoyé les photos ? « De quoi veux-tu parler ?» ai-je demandé, posant mon sac et retirant ma veste. « De nous. De notre mariage. J'ai réfléchi, et je pense que nous avons besoin de nous reconnecter. » Il ne savait pas, Margot ne lui avait rien dit. Elle avait voulu me détruire en secret, probablement pour avoir le plaisir de voir sa réaction quand je confronterais Philippe ou quand je m'effondrerais publiquement. Reconnecter, ai-je répété, m'asseyant dans mon fauteuil habituel. Oui. Je sais que j'ai été distant ces derniers mois. Le travail, le stress. Mais je veux que notre mariage fonctionne, Camille. Je t'aime. Menteur. Il était là, debout dans notre salon, me déclarant son amour alors qu'il couchait avec une autre femme dans notre lit depuis des mois. L'audace était presque impressionnante. C'est gentil, Philippe, ai-je dit calmement. Et comment comptes-tu prendre pour nous reconnecter ? Eh bien, j'ai pensé que nous pourrions partir en week-end. Peut-être à Paris, ou même en Provence. Juste nous deux. Et ton travail ? Tes clients importants ? Il a hésité une fraction de seconde. Je peux me libérer. Tu passes avant tout le reste. Je l'ai regardé, cet homme qui me mentait si facilement,
qui planifiait probablement de me quitter dans quelques jours selon les dires de Margot, mais qui me faisait maintenant des promesses romantiques. Était-ce un dernier sursaut de culpabilité? Un test pour voir si je soupçonnais quelque chose? Ou Margot s'était-elle trompée sur ses intentions? Philippe, ai-je dit doucement, puis-je te poser une question directe? Bien sûr, chérie. Est-ce que tu me trompes? Le silence qui a suivi a duré une éternité. J'ai vu exactement le moment où son visage est passé de la surprise à la panique, puis à une tentative de récupération. Camille. Comment peux-tu dire ça? Bien sûr que non. Pourquoi tu me demandes ça? Simple curiosité, ai-je répondu, observant ses micro-expressions. Tu as été si différent ces derniers mois. Plus de sport, de nouveaux vêtements, ces retards fréquents. C'est pour nous. Pour être un meilleur mari. Je veux te rendre fier de moi. Chaque mot était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Cette nuit-là, pendant que Philippe dormait à côté de moi, probablement en rêvant de sa jeune maîtresse, j'ai travaillé sur la phase 2 de mon plan. J'ai créé un second article pour mon blog, développant l'histoire de Claire, et détaillant comment elle avait découvert l'ampleur de la trahison. J'ai aussi commencé à préparer quelque chose de plus ambitieux, un vlog. J'avais l'équipement nécessaire grâce à mon travail en marketing digital, et je savais comment créer du contenu engageant. J'ai enregistré ma première vidéo à 2 heures du matin, dans mon bureau, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Philippe. Je ne montrais que mes mains et j'avais modifié ma voix, racontant l'histoire complète sans montrer les photos explicites, mais en détaillant chaque aspect de la trahison. Bonjour, je m'appelle Claire, ai-je commencé, et je veux vous raconter comment la maîtresse de mon mari m'a rendu le plus grand service de ma vie sans le savoir. J'ai parlé pendant 20 minutes, expliquant comment découvrir une infidélité peut être libérateur plutôt que destructeur, comment une tentative d'humiliation peut se transformer en empowerment, comment les femmes de plus de 50 ans ne sont pas des victimes silencieuses. J'ai publié la vidéo sur YouTube à 3 heures du matin et l'ai partagée sur mon blog. Puis je me suis rendormi, épuisé mais étrangement en paix. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la vidéo avait 50 000 vues et des centaines de commentaires de soutien. Mon blog avait reçu 200 000 visites en 24 heures. Mais le plus intéressant était un commentaire qui allait changer toute la donne. Cette histoire me rappelle quelque chose. Il y a une influenceuse fitness à Lyon qui fait exactement ça. Elle s'appelle Margot et elle a détruit le mariage de ma sœur l'année dernière. Le plan prenait forme parfaitement. Le 3e jour après la découverte fut celui où tout s'est effondré, pas pour moi, mais pour eux. Je me suis réveillé ce vendredi matin avec 127 notifications sur mon téléphone. Le blog avait explosé pendant la nuit. Des milliers de partages, des centaines de commentaires, et surtout, des témoignages d'autres femmes qui reconnaissaient l'histoire. Mais ce qui m'a vraiment réveillé, c'était les 23 appels manqués d'un numéro que je connaissais maintenant par cœur, Margot. Elle avait compris. Cette petite idiote avait finalement fait le lien entre l'histoire virale et sa propre situation. Les messages qu'elle m'avait envoyés pendant la nuit étaient un mélange pathétique de déni, de menaces et finalement de supplications. 2h14, tu es la Claire de l'histoire, n'est-ce pas? Retire ces CDI immédiatement ou je te poursuivrai en justice. 2h31, je sais que c'est toi. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. 3h47, s'il te plaît, Camille, on peut discuter. Je peux tout expliquer. 4h23, je t'en supplie. Tu détruis ma vie. J'ai répondu calmement, je ne vois pas de quoi tu parles, Margot. C'est juste une histoire de fiction. Pourquoi te sentirais-tu offensé par une histoire fictive? Si tu reconnais des éléments, peut-être devrais-tu réfléchir à tes propres actions. Elle a appelé 15 fois d'affilée. Je n'ai décroché aucun appel. Chaque sonnerie était une petite victoire. Pendant ce temps, Philippe essayait une approche différente. Il est arrivé au petit déjeuner avec un sourire forcé et une attitude étrangement joviale. « Bonjour ma chérie », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. « Belle journée, n'est-ce pas ?»
J'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose de spécial ce week-end. Quelque chose de spécial, ai-je demandé, sirotant mon café tout en scrollant discrètement les commentaires sur mon blog. Oui. Un petit voyage romantique. J'ai regardé, il y a un spa magnifique en Provence. Nous pourrions partir cet après-midi, revenir dimanche soir. Qu'est-ce que tu en dis? Je l'ai regardé par-dessus ma tasse de café. Cet homme qui, selon Margot, devait me quitter cette semaine, me proposait maintenant un week-end romantique. Soit Margot s'était trompée sur ses intentions, soit quelque chose l'avait fait changer d'avis. C'est une idée lovely, ai-je dit. Mais j'ai beaucoup de travail ce week-end. Un nouveau projet important. Plus important que notre couple? Non, Philippe. Rien n'est plus important que la vérité dans notre couple. Il a pâli légèrement, mais a gardé son sourire. La vérité? Oui. La vérité sur ce que nous ressentons vraiment l'un pour l'autre. La vérité sur ce que nous voulons pour notre avenir. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis levé. Je dois y aller. Rendez-vous important ce matin. En réalité, mon rendez-vous était avec moi-même et ma stratégie. Je suis allé au café de la place Bellecour, mon endroit préféré pour réfléchir. L'agitation matinale de Lyon m'aidait à me concentrer, et j'avais besoin de planifier soigneusement les prochaines étapes. Assise à ma table habituelle avec vue sur la statue de Louis XIV, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai été stupéfaite par ce que j'ai découvert. Le blog avait reçu plus de 500 000 visites en 48 heures. Ma vidéo YouTube approchait les 200 000 vues. Mais surtout, les commentaires révélaient quelque chose d'énorme. D'autres femmes commençaient à se manifester. Et pas seulement des femmes qui s'identifiaient à mon histoire, des femmes qui avaient vécu exactement la même chose avec la même personne. Sophie Durand, 45 ans, avait commenté « Mon ex-mari avait aussi une coach fitness blonde. Même stratégie, même tactique. Elle a détruit ma famille il y a 2 ans. » Marie Leblanc avait partagé des captures d'écran de messages similaires qu'elle avait reçus de la même Margot pendant son propre divorce traumatisant. Isabelle Martin racontait comment sa sœur avait vécu exactement la même situation avec une influenceuse fitness qui correspondait parfaitement à la description. Et puis il y a eu le commentaire qui a tout changé. Une femme nommée Céline Moreau avait écrit « Les filles, j'ai travaillé dans la même salle de sport que cette Margot pendant 6 mois. Elle ne se contentait pas de voler les maris. Elle avait tout un système. Elle gardait des dossiers sur ses cibles, leurs revenus, leurs biens, leurs points faibles dans leur mariage. Elle collaborait avec d'autres filles pour échanger des informations et des techniques. C'est un véritable réseau organisé de destruction de mariage. J'ai des preuves si quelqu'un est intéressé. » J'ai immédiatement contacté Céline en privé. Nous avons convenu de nous rencontrer l'après-midi même. Mais avant cela, j'avais une autre surprise qui m'attendait. En rentrant chez moi vers midi, j'ai trouvé Philippe assis dans le salon, l'air complètement défait, avec son téléphone à la main. « Camille » a-t-il dit d'une voix brisée quand je suis entrée. « Il faut qu'on parle. » « Bien sûr » ai-je répondu, posant mon sac. « De quoi veux-tu parler ?»« Margot vient de m'appeler. Elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé des photos. » Ah. Enfin. Le moment de vérité était arrivé. Vraiment, ai-je dit, m'asseyant en face de lui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur énorme. Qu'elle avait paniqué en voyant une histoire sur Internet qui ressemblait à notre situation. Elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé des photos de nous en pensant que tu serais bouleversé et que tu me quitterais. Je vois. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Philippe s'est pris la tête dans les mains. Je lui ai dit qu'elle était complètement folle. Que jamais, au grand jamais, je n'aurais voulu que tu la prennes de cette façon. De quelle façon aurais-tu voulu que je la prenne, Philippe? Je ne sais pas. Je n'avais pas prévu. Il a levé les yeux vers moi. Camille, je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur monumentale.
Une erreur de 6 mois? Comment tu sais que ça fait 6 mois? Margot a été très détaillée dans ses explications. Et très fière de documenter votre relation. Philippe a fermé les yeux. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as trompé ta femme avec une femme qui fait ça professionnellement, apparemment. Que veux-tu dire par « professionnellement » ? Je lui ai montré mon téléphone avec les commentaires sur le blog. Lis. J'ai regardé son visage passer par toute une gamme d'émotions pendant qu'il lisait les témoignages des autres femmes. Choc, déni, puis une réalisation horrifiée. Elle fait ça à d'autres hommes? Il semblerait. Tu n'étais pas spécial, Philippe. Tu étais juste une cible parmi d'autres. Mais elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et tu l'as cru? Un homme marié de 55 ans, et tu as cru qu'une fille de 28 ans t'aimait vraiment? Le silence qui a suivi était assourdissant. Je voyais Philippe réaliser progressivement qu'il avait été manipulé de A à Z. Que tout ce qu'il avait pris pour de l'amour et de la passion n'était qu'une stratégie calculée. Camille, a-t-il dit finalement, est-ce que tu peux me pardonner? Philippe, le problème n'est pas de savoir si je peux te pardonner. Le problème est de savoir si je veux encore être marié avec un homme capable de faire ça. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. N'importe quoi. Vraiment? Alors commençons par la vérité. Toute la vérité. Depuis le début. Et là, pendant les 2 heures qui ont suivi, Philippe m'a tout raconté. Comment il avait rencontré Margot à la salle de sport. Comment elle l'avait séduit progressivement, le complimentant sur sa forme physique, lui faisant sentir qu'il était encore désirable. Comment elle avait commencé par des séances d'entraînement privées, puis des cafés après les séances, puis des déjeuners, puis des hôtels. Il m'a raconté comment elle lui parlait constamment de sa malheureuse relation avec moi, comment elle lui faisait croire que j'étais froide et distante, que je ne l'appréciais plus. Comment elle l'avait convaincu que notre mariage était mort et qu'il méritait d'être heureux. Elle semblait si sûre de ce qu'elle voulait, a-t-il dit. Elle planifiait notre avenir ensemble. Elle parlait de voyages qu'on ferait, d'endroits où on vivrait quand je t'aurais quitté. Et tu y croyais? Sur le moment, oui. Elle me faisait me sentir vivant à nouveau. Philippe, est-ce que tu réalises que pendant que tu te sentais vivant avec elle, tu me tuais à petit feu? Que chaque mensonge, chaque excuse, chaque fois que tu rentrais tard en sentant son parfum, tu détruisais 25 ans de confiance. Il a commencé à pleurer. Des vraies larmes, pas le genre de larmes manipulatrices que certains hommes utilisent quand ils sont pris en flagrant délit. Je sais, a-t-il chuchoté. Je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Madame Camille? C'est Céline Moreau. Je suis devant chez vous. J'ai apporté les documents dont nous avons parlé. J'arrive, ai-je dit. Je me suis tourné vers Philippe. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui va nous expliquer exactement dans quoi tu t'es fait prendre. Tu viens? Céline était une femme d'une 30aine d'années, aux cheveux châtains et au regard déterminé. Elle portait un grand sac en cuir rempli de documents. Bonjour, a-t-elle dit en nous serrant la main. J'ai suivi votre histoire depuis le début, et quand j'ai réalisé de qui il s'agissait, j'ai su que je devais vous contacter. Nous nous sommes installés dans le salon, et Céline a ouvert son sac. J'ai travaillé comme réceptionniste au Phi Club Lyon pendant 6 mois l'année dernière, a-t-elle commencé. Margot était l'une de nos coachs les plus populaires, mais il y avait quelque chose qui clochait avec elle. Elle a sorti un carnet. Elle tenait ça. Elle pensait que personne ne le savait, mais je l'ai vue plusieurs fois prendre des notes après ses séances avec des clients masculins. Philippe s'est penché pour regarder. Le carnet contenait des profils détaillés d'hommes, âge, profession, situation maritale, signes de problèmes conjugaux, estimation de leurs revenus. Mon Dieu, a murmuré Philippe en reconnaissant sa propre description dans le carnet. Votre mari était marqué comme cible prioritaire, a expliqué Céline. Homme d'affaires prospère, mariage long mais apparemment routinier, vulnérable à la flatterie sur son apparence physique.
Elle a sorti d'autres documents. Mais ce n'est pas tout. Margot faisait partie d'un réseau. Regardez. Elle nous a montré des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Margot et d'autres femmes. Elle partageait des informations sur leurs cibles, des techniques de séduction, même des conseils sur comment faire chanter émotionnellement leurs victimes. Elles s'appellent entre elles les chasseuses, a expliqué Céline. Elles ont une méthode très précise. D'abord, elles identifient des hommes mariés avec des moyens financiers. Ensuite, elles étudient leur vulnérabilité. Puis elles les séduisent en exploitant exactement ces vulnérabilités. Philippe était devenu livide. Tu veux dire que tout était calculé? Absolument tout, a confirmé Céline. Même sa façon de s'habiller, ses sujets de conversation, ses problèmes personnels qu'elle partageait avec vous pour créer une intimité émotionnelle. Tout était dans le manuel. Elle a sorti un document imprimé. Voici leur guide. Comment faire tomber un homme marié en 10 étapes. C'est comme un business plan. J'ai parcouru le document, effaré par le niveau de manipulation décrit. Chaque phase de la séduction était planifiée, de l'établissement du premier contact à la destruction finale du mariage de la victime. Pourquoi vous me montrez tout ça? Ai-je demandé à Céline. Parce que j'en ai assez de voir ces femmes détruire des familles impunément. Et parce que votre blog a donné une voix à toutes leurs victimes. D'autres femmes m'ont contacté après avoir lu votre histoire. Nous voulons toutes que ça s'arrête. Que proposez-vous? Une action collective. Nous avons maintenant les témoignages de 12 femmes dont les maris ont été ciblés par ce réseau. Nous avons des preuves de leur méthode. Nous pouvons porter plainte pour escroquerie sentimentale organisée. Philippe était resté silencieux pendant tout cet échange, absorbant la réalité de ce qui lui était arrivé. Philippe, ai-je dit doucement, tu réalises maintenant que tu n'as pas eu une aventure. Tu as été victime d'une arnaque. Il a hoché la tête, incapable de parler. Ça ne excuse pas tes choix, ai-je continué. Tu es un adulte responsable, et tu as choisi de tromper ta femme. Mais au moins maintenant, nous comprenons le contexte. Céline a rangé ses documents. Madame Camille, si vous décidez de poursuivre cette affaire, vous avez mon soutien total. Et celui de toutes les autres femmes qui ont été affectées par ce réseau. Après son départ, Philippe et moi sommes restés assis en silence pendant de longues minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-il finalement demandé. Maintenant, Philippe, nous prenons des décisions. Moi sur notre mariage. Toi sur ta volonté de réparer les dégâts que tu as causés. Et ensemble, peut-être, sur la justice que méritent Margot et ses complices. Tu vas les poursuivre? Je vais faire bien plus que ça, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable. Je vais m'assurer que leur petit business s'effondre complètement. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin sur le plus grand article de blog que j'ai jamais écrit. Pas seulement l'histoire de ma propre situation, mais une enquête complète sur le réseau de « chasseuses » qui opérait à Lyon et probablement dans d'autres villes. J'ai intitulé l'article « Le réseau des prédatrices », comment des influenceuses exploitent les mariages pour le profit. J'y ai documenté leurs méthodes, leurs tactiques, et j'ai inclus des témoignages anonymisés de toutes les femmes qui avaient été affectées. Quand je l'ai publié le samedi matin, accompagné d'une nouvelle vidéo où j'expliquais tout en détail, l'impact a été immédiat et dévastateur. En 24 heures, l'article avait été partagé plus de 50 000 fois. Des journaux locaux ont commencé à appeler. Des stations de radio voulaient des interviews. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a envoyé une équipe pour un reportage. Mais surtout, d'autres femmes ont commencé à sortir de l'ombre. Pas seulement à Lyon, mais dans toute la France. Le phénomène était beaucoup plus étendu que nous ne l'avions imaginé. Et Margot? Elle avait complètement disparu des réseaux sociaux. Son compte Instagram était devenu privé, puis avait été supprimé. Elle ne répondait plus à aucun appel, aucun message. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Un mois après avoir reçu ces photos, ma vie avait complètement changé, mais pas de la façon que Margot avait espéré. Le blog
Les Secrets de Lyon était devenu un phénomène. J'avais reçu des invitations pour donner des conférences sur l'empowerment féminin, des offres pour écrire un livre, et même des propositions d'émissions télévisées. Mon histoire avait inspiré des femmes dans toute la France à partager leurs propres expériences et à refuser d'accepter la trahison en silence. Mais ce qui me rendait le plus fier, c'était la communauté que j'avais créée. Femmes fortes de Lyon avait grandi pour atteindre 50 000 membres en seulement 3 semaines. Le groupe était devenu un espace de soutien mutuel où les femmes partageaient leurs histoires, offraient des conseils juridiques et célébraient leurs victoires après des divorces difficiles. Chaque matin, je me réveillais avec des dizaines de messages de femmes qui me remerciaient d'avoir trouvé le courage de parler. Grâce à vous, j'ai confronté mon mari, écrivait l'une. Votre histoire m'a sauvé la vie, disait une autre. J'ai enfin demandé le divorce après 15 ans de mensonges, témoignait une troisième. Le mouvement avait pris une ampleur que je n'avais jamais imaginée. Des journalistes de Paris m'appelaient quotidiennement. France Inter m'avait invité pour une émission spéciale sur les nouvelles formes de manipulation sentimentale. Le Figaro préparait un grand dossier sur le réseau des chasseuses de mari. Philippe, de son côté, découvrait que les actions ont des conséquences. Son patron à la compagnie d'assurance avait appris le scandale par des collègues qui suivaient le blog. Bien qu'il n'ait pas été licencié, il avait été promu à un poste moins visible, avec un salaire réduit. Ironiquement, la pension qu'il me versait maintenant représentait une pourcentage beaucoup plus importante de ses revenus qu'au début de toute cette affaire. Mais Philippe avait aussi surpris. Après le choc initial de découvrir qu'il avait été manipulé, il s'était montré genuinement repentant et déterminé à réparer ses erreurs. Il avait accepté tous les termes du divorce sans contester, et plus encore, il m'aidait activement dans ma campagne contre le réseau de Margot. Je veux faire ce qui est juste, m'avait-il dit un matin en me tendant d'autres documents financiers que j'avais demandés. Si exposer mes propres erreurs peut aider d'autres familles à éviter ce que nous avons vécu, alors je le ferai. Notre relation était étrange maintenant, plus mariés mais pas encore divorcés, plus amoureux mais pas ennemis non plus. Nous étions devenus des partenaires dans une mission plus grande que nos problèmes personnels. Margot, elle, avait tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle avait engagé un avocat pour essayer de me poursuivre pour diffamation, violation de la vie privée. Son avocat l'avait informé qu'elle m'avait elle-même envoyé toutes les preuves volontairement, et que je n'avais jamais publié son vrai nom ni ses photos explicites. Légalement, elle n'avait aucun recours. Désespérée, elle avait essayé de déménager à Paris, mais Internet a une mémoire longue. Sa réputation l'avait devancée. Elle tentait de recommencer comme influenceuse, mais des femmes de toute la France reconnaissaient son visage et ses méthodes. Chaque fois qu'elle postait quelque chose, les commentaires étaient inondés d'avertissements pour que les hommes mariés se tiennent à distance. Le tournant final est venu quand j'ai découvert quelque chose que même moi je n'avais pas prévu. Sophie, l'une des femmes qui s'était manifestée à propos de Margot, m'avait contacté avec une information surprenante. Elle avait engagé un détective privé pendant son propre divorce et avait découvert que Margot ne travaillait pas seule. Elle fait partie d'un système organisé, m'avait expliqué Sophie lors d'un café place Bellecour. Il y a un groupe d'influenceuses qui ciblent délibérément des hommes mariés fortunés. Elles partagent des informations sur des cibles potentielles et même des techniques de manipulation. Cette révélation avait tout changé. Ce n'était plus seulement une question de vengeance personnelle. Il s'agissait de protéger d'autres femmes d'un système calculé et prédateur. J'avais transformé cette découverte en le contenu le plus percutant du blog. J'avais écrit une série d'investigations intitulée « Le système des destructrices », comment des influenceuses exploitent les mariages pour le profit, documentant les méthodes, les tactiques, et même des preuves de coordination entre différentes femmes. La série avait fait sensation au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les journaux nationaux avaient repris l'histoire. Des émissions d'investigation télévisées avaient commencé leurs propres enquêtes. La police avait ouvert une investigation pour possible extorsion et fraude.
Mais le vrai climax était arrivé 3 semaines plus tard, quand la brigade de répression de la délinquance économique de Lyon avait commencé à enquêter officiellement sur ce qu'ils appelaient maintenant l'affaire du réseau des chasseuses. L'inspecteur Caroline Roussel, une femme dans la quarantaine aux cheveux courts et au regard perçant, était venue me voir un mardi matin. « Madame Camille », avait-elle dit en s'asseyant dans mon salon, « votre travail d'investigation amateur est remarquable. Nous avons maintenant des plaintes de 34 femmes dans toute la région Rhône-Alpes. » 34 ? J'étais stupéfaite. Et ce n'est que le début. L'affaire fait des vagues dans toute la France. Nous avons des témoignages similaires de Marseille, Toulouse, Bordeaux. Ce réseau est beaucoup plus étendu que nous ne le pensions. L'inspecteur avait ouvert un dossier épais. Nous avons identifié au moins 12 femmes qui opèrent selon les mêmes méthodes. Elles utilisent les réseaux sociaux, les salles de sport, les clubs de loisirs, même les applications de rencontres pour cibler leurs victimes. Et Margot ? Margot Dubois a été placée en garde à vue hier matin. Elle a craqué en 2 heures et a donné les noms de toutes ses complices. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Elle a avoué tout. Les techniques de manipulation, le partage d'informations entre elles, même les comptes bancaires où elles transféraient l'argent extorqué à leurs victimes. Nous parlons d'un réseau qui a escroqué plus de 2 millions d'euros en 3 ans. 2 millions d'euros. Je n'arrivais pas à concevoir l'ampleur de ce système. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle risque de 5 à 10 ans de prison pour escroquerie en bande organisée, plus des dommages-intérêts substantiels à toutes les victimes. Ce soir-là, j'ai appelé Philippe pour lui annoncer la nouvelle. Sa réaction m'a surprise. « Je me sens soulagée », avait-il dit. Pas parce qu'elle va être punie, mais parce que maintenant je comprends vraiment ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas faible. J'étais la cible d'une opération criminelle sophistiquée. Ça ne excuse pas tes choix, Philippe. Je sais. Et je ne cherche pas d'excuses. Mais au moins maintenant, je peux comprendre comment j'ai pu tomber dans ce piège. Nous avions parlé pendant des heures cette nuit-là. Pour la première fois depuis des mois, nous avions eu une vraie conversation, honnête, douloureuse parfois, mais authentique. « Camille, avait-il dit finalement, est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour nous ?» J'avais réfléchi longuement avant de répondre. « Je ne sais pas, Philippe. La confiance, une fois brisée, c'est très difficile à reconstruire. Mais, ces dernières semaines, j'ai vu un côté de toi que j'avais oublié. Ton côté honnête, ton désir de bien faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis prête à essayer. Pas de reprendre exactement où nous en étions, mais de construire quelque chose de nouveau. Si tu es vraiment prêt à faire le travail, je ferai tout ce qu'il faut. Alors nous commencerons par une thérapie de couple. Et par reconstruire la confiance, petit à petit. Mais l'histoire n'était pas finie. 2 jours plus tard, j'ai eu la visite la plus inattendue de toute cette affaire. Margot était à ma porte. Elle avait été libérée sous caution en attendant son procès, et elle était venue me voir. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux blonds parfaits étaient ternes, elle avait des cernes profonds, et ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un jean ordinaire et un pullover simple. « Madame Camille », avait-elle dit d'une voix barrée audible. « Puis-je vous parler ?» J'avais hésité, puis j'avais ouvert la porte. « Vous avez détruit ma vie », avait-elle dit en s'asseyant dans le même fauteuil où Philippe avait avoué ses torts quelques semaines plus tôt. « J'ai détruit votre vie ?» J'avais ri, mais sans méchanceté. « Margot, vous m'avez envoyé 60 photos intimes avec mon mari, vous m'avez insulté, vous avez essayé de m'humilier, et vous pensiez que j'allais accepter ça en silence. Vous avez détruit votre propre vie. » Elle avait commencé à pleurer. « Je ne savais pas que vous réagiriez comme ça. Je pensais que vous resteriez discrète, comme les autres. » Les autres ? Les autres épouses. Elles restent toujours discrètes. Elles ont honte, elles se culpabilisent, elles disparaissent. Vous étiez censé faire la même chose. C'est à ce moment-là que j'avais complètement compris.
Pour Margot et ses complices, détruire des mariages n'avait rien à voir avec l'amour ou la passion. C'était une question de pouvoir. Il s'agissait de réduire des femmes plus âgées à des victimes silencieuses pendant qu'elles récoltaient les bénéfices. Vous voulez savoir quelle est la différence entre moi et les autres, Margot, avais-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas honte de qui je suis. Je ne me culpabilise pas pour les choix de mon ex-mari. Et je ne reste définitivement pas silencieuse quand quelqu'un essaie de me détruire. Elle m'avait supplié de retirer le blog, avait offert de l'argent, avait promis de quitter Lyon pour toujours. Je l'avais écouté patiemment. Margot, avais-je dit finalement, vous pouvez partir où vous voulez. Mais les conséquences de vos actions vous suivront. Ce n'est plus une question de vengeance maintenant. Il s'agit de protéger d'autres femmes de vivre ce que j'ai vécu. Mais je vais aller en prison. Oui, probablement. Et c'est exactement ce qui devrait arriver à quelqu'un qui a escroqué des familles pendant des années. Elle était partie de chez moi plus détruite qu'à son arrivée. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message d'une femme de Marseille, Madame Camille, votre blog a sauvé mon mariage. J'ai reconnu les signes que vous aviez décrits et j'ai confronté mon mari avant qu'il ne soit trop tard. Merci de m'avoir donné le courage. C'était le 100e message similaire que je recevais. Le procès de Margot et de ses complices avait lieu dans 2 mois. Elle risquait 8 ans de prison ferme. Son réseau avait été complètement démantelé. 12 femmes avaient été arrêtées dans toute la France. Les médias appelaient ça « l'affaire du réseau des chasseuses de mari ». Et moi ? Aujourd'hui, 1 an après que ces 60 photos soient arrivées sur mon téléphone, je peux dire avec certitude, Margot m'a rendu le plus grand service de ma vie. Elle m'a libérée d'un mariage qui s'étiolait, elle m'a donné une nouvelle carrière, et elle m'a transformée en une voix pour les femmes qui refusent d'être des victimes silencieuses. Mon blog a maintenant un demi-million d'abonnés mensuels. J'ai publié un livre qui est devenu best-seller, De victime à victorieuse, comment j'ai transformé une trahison en triomphe. Je donne des conférences dans les universités sur l'empowerment féminin et l'usage conscient des réseaux sociaux. Le groupe Femmes Fortes de Lyon s'est étendu à toute la France avec plus de 200 000 membres. Nous avons créé un réseau d'aide juridique pour les femmes trompées, un service de soutien psychologique, et même un programme de réinsertion professionnelle pour celles qui avaient sacrifié leur carrière pour leur mariage. Philippe ? Il avait essayé de me reconquérir pendant des mois, prouvant sa sincérité par ses actions plutôt que par ses mots. Nous étions maintenant officiellement divorcés, mais nous nous fréquentions à nouveau, lentement, prudemment, en construisant une nouvelle relation sur des bases plus saines. Tu sais, m'avait-il dit la semaine dernière pendant un dîner, je crois que ce qui nous est arrivé était peut-être nécessaire. Pas la trahison, mais la remise à zéro. Nous reconstruisons quelque chose de plus solide maintenant. Peut-être, avais-je répondu. Mais si tu me trompes encore, la prochaine fois, tu n'auras pas besoin d'attendre qu'une autre femme m'envoie des photos. Je le découvrirai moi-même, et ce sera beaucoup plus désagréable pour toi. Il avait ri, mais je voyais dans ses yeux qu'il savait que je ne plaisantais pas. Et Margot ? J'avais appris par Sophie qu'elle avait changé de nom et essayait de recommencer sa vie dans une petite ville du sud de la France. Apparemment, elle travaillait dans une boutique de vêtements et gardait un profil très bas sur les réseaux sociaux. Parfois, je me demandais si elle avait appris quelque chose. Mais franchement, ce n'était plus mon problème. Parce qu'au final, elle voulait me voir pleurer, me voir détruite, me voir disparaître. Au lieu de cela, elle m'avait vu renaître. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une femme de 60 ans de Bordeaux. « Chère Camille, mon mari m'a quitté pour une femme de 30 ans après 35 ans de mariage. Grâce à votre histoire, au lieu de me cacher de honte, j'ai créé mon propre blog sur la renaissance après 60 ans. J'ai maintenant 10 000 abonnés et je n'ai jamais été aussi heureuse. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la femme qu'on était destinée à être. Et ça, mes amis, c'est la différence entre une femme qui se laisse briser et une femme qui utilise les morceaux pour construire quelque chose d'encore plus beau. Merci, Margot. Sans vous, je n'aurais jamais découvert la femme forte que j'ai toujours été à l'intérieur.
Mais surtout, merci de m'avoir prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer, pas d'âge pour se battre, et certainement pas d'âge pour gagner. Cette histoire a complètement changé ma perspective sur ce que signifie être une femme mature dans ce monde. Pendant 53 ans, j'ai cru que ma valeur diminuait avec chaque ride, chaque cheveu gris, chaque année qui passait. Margot m'a montré que je me trompais. Combien d'entre vous qui m'écoutez maintenant ont déjà ressenti cette douleur silencieuse? Cette sensation d'avoir été mise de côté, remplacée par des versions plus jeunes de vous-même? Combien ont déjà fait semblant de ne pas voir les signes évidents parce que confronter la vérité semblait impossible? Je veux que vous sachiez quelque chose, notre âge n'est pas notre faiblesse. C'est notre force. Notre expérience n'est pas un fardeau. C'est notre arme secrète. Et notre patience, eh bien, notre patience peut faire la différence entre être une victime et être une gagnante. Quand j'ai reçu ces photos, j'avais deux choix, me cacher ou me relever. Pleurer en silence ou parler fort. Accepter le rôle d'épouse jetable ou réécrire ma propre histoire. Feriez-vous la même chose que moi? Ou choisiriez-vous un chemin différent? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement la réponse qui est vraie pour vous. Mais je vous supplie, ne restez pas silencieuse. Vos histoires comptent. Vos douleurs méritent d'être entendues. Et vos victoires peuvent inspirer d'autres femmes à trouver leur propre force. Commentez ici en bas. Dites-moi ce que vous feriez. Partagez vos propres expériences si vous vous sentez à l'aise. Parce que quand nous parlons, quand nous nous connectons, quand nous refusons la honte que d'autres essaient de nous imposer, c'est là que notre vraie révolution commence. Et si cette histoire vous a touché, si elle a changé quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nous avons beaucoup d'autres histoires à raconter, beaucoup plus de force à partager, et beaucoup plus de femmes à inspirer. La vie ne se termine pas à 50, à 60, à 70 ans. Parfois, elle ne fait que commencer.